Également, Franck Ester, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bien, Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour Oriane, et Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour. Voilà. Franck Ester, tout de suite l'actualité. Le Premier ministre appelait dès hier à la télévision pour une baisse d'impôts à la sortie du grand débat. Comment va-t-on faire s'il faut faire des économies? Est-ce que la culture va être affectée par ces économies à faire? Tous les ministères doivent s'organiser mieux pour mobiliser les moyens là où il y en a le plus besoin. Et la culture doit aussi s'inscrire dans ce mouvement d'optimisation de la dépense publique. Pour autant, le président de la République, le Premier ministre, moi-même en tant que ministre, nous avons une volonté très forte que la culture soit au cœur des politiques publiques. Vous voyez bien que dans un moment de tension dans la société, dans un moment où il y a des problèmes de cohésion sociale, nationale, on a besoin de la culture, parce que la culture rassemble, parce que la culture est un ciment entre les personnes. Et donc, bien évidemment, qu'il y a une volonté très forte en matière culturelle, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de réfléchir à la meilleure organisation possible pour que les moyens publics, parce que pour financer les moyens publics, il y a de l'impôt, soient le mieux utilisés possible au service des missions de service public et de la culture. Pour être clair, vous vous apprêtez à voir votre budget baisser l'année prochaine, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le point, c'est de se dire, pour une politique culturelle donnée, c'est de regarder est-ce qu'on continue à s'organiser tel que c'était auparavant, ou est-ce qu'on essaye de s'organiser mieux pour que les moyens qui sont affectés aillent davantage vers les artistes, par exemple, aillent davantage vers les missions de service public. Et on sait bien qu'avec le temps, se sont parfois sédimentées des politiques les unes sur les autres et qu'il n'y a jamais eu peut-être suffisamment de réflexion pour simplifier, optimiser. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour que ces dépenses publiques soient tournées le plus possible vers les Français et vers les missions service public, en l'occurrence vers la culture. Vous savez, avec mon administration, on souhaite remettre les artistes au cœur de toutes les politiques culturelles. Cette culture, elle était assez absente du grand débat. Enfin... Alors, vous savez qu'a été fait un choix de retenir des thèmes qui sont des thèmes transversaux et pas des thèmes thématiques. C'est pas par thème l'agriculture, la culture, le sport, la jeunesse. Bon, c'est des thèmes transversaux, la fiscalité, l'organisation des services publics. Et donc, on a dans chaque thème des éléments qui touchent la culture. Et c'est vrai qu'au départ, je reconnais que ça n'a pas été les premières expressions de nos compatriotes de parler de culture. Ça change. Les retours que l'on a des débats montrent que progressivement, les Français parlent des politiques culturelles. Je rappelle que c'est un formidable succès, le grand débat. 10 000 grands débats organisés partout en France. 10 000, avec 1 million de contributions sur le site du grand débat, du débat national. Et donc, progressivement, on parle de la culture. Et puis, les acteurs culturels se sont saisis de ce grand débat. J'étais avant-hier à l'école des Beaux-Arts pour un débat avec les acteurs culturels organisé par Beaux-Arts Magazine et organisé par la Fondation du Patrimoine et le Quotidien de l'Art. C'était un gros succès. Et on a parlé des politiques culturelles, on a parlé de patrimoine, on a parlé de création artistique. Pardon. Et donc on a vraiment fait en sorte de réfléchir à ce que sont les politiques culturelles, surtout que c'est les 60 ans du ministère cette année. Et donc c'est le moment aussi de se dire, on peut être fier de ce qui a été fait depuis 60 ans en matière de politique culturelle dans ce pays. Pour autant, ça nécessite peut-être de réfléchir à comment moderniser ces politiques culturelles dans l'esprit de ce que je vous disais, de revenir aux fondamentaux, et notamment de remettre les artistes et les Français au cœur des politiques culturelles, et puis d'optimiser peut-être l'organisation de tout ça pour que ça soit mieux optimisé. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec nos correspondants dans les télévisions locales. On va parler un peu politique, Oriane Mancini, parce que vous êtes aussi un homme politique, Franck Ester, bien sûr. Justement, politiquement, comment on en sort de ce grand débat? Parce que maintenant, on approche de la sortie, elle est fixée le 15 mars. Comment, politiquement, l'exécutif peut en sortir? Écoutez, d'abord, moi, je suis convaincu qu'on ne va pas sortir du grand débat et de se dire, bon, on commence comme avant, et il n'y a plus de moment où on se retrouve pour parler, échanger, pour que les Français aient la parole. Je pense vraiment qu'un des éléments structurels qui va sortir de cette période de crise, c'est la nécessité de, sur le temps long, avoir des moments réguliers d'échange, de partage et d'expression des Français. Ça va continuer. Ce que le président de la République appelle la démocratie délibérative. On a besoin de ça. Il y a la démocratie représentative, mais il faut, parce que tout va très vite. Sous quelle forme? Et on ne peut pas simplement, dans 5 ans, se revoir, être élu et on se revoit dans 5 ans. Non, il faut régulièrement. Sous quelle forme?
sous les formes de débat, déjà ça c'est clair, parce qu'on voit bien que c'est cette appétence à discuter. Les Français sont un peuple très politique, en même temps, et donc ils ont besoin et envie d'échanger, de s'exprimer, de faire part de leur satisfaction, leur insatisfaction, d'émettre des idées. Et donc ça, il faut qu'on le structure. Il faut qu'on le structure avec les partenaires locaux, avec les collectivités territoriales, avec toutes celles et ceux qui ont envie que les Français puissent continuer de s'exprimer. Les Français s'expriment beaucoup, le président aussi. Et effectivement, il a des interventions très très longues qui sont filmées en direct, retransmises en direct sur les chaînes info. L'opposition s'en est émue, elle saisit le CSA. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros problème de déséquilibre du temps de parole ? Vous avez eu un échange avec Alexis Corbière qui vous disait on en est à 34 heures quand même de temps de parole. Oui, mais ça ne veut rien dire. En fait, qu'il faut que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent se rendent compte qu'en fait, on est dans un pays où justement il y a un équilibre des temps de parole, que tout ça est fait d'une façon encadrée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que le temps de parole est réparti d'une façon équitable entre tous les acteurs de la politique. Il y a une règle qui est une règle des 3 tiers. C'est 1 tiers pour le président de la République et le gouvernement, et 2 tiers pour le paysage politique, c'est-à-dire y compris la majorité. Beaucoup le reste dans les non, attendez, tout ça est comptabilisé, tout ça est vérifié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je peux vous dire qu'à fin janvier, il n'y avait absolument aucun dépassement de temps de parole pour l'exécutif par rapport à cette règle du tiers de temps de parole. Et donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va vérifier à la fin du trimestre, donc à fin mars, si tout est dans les clous. Et donc, d'après ce que je sais, à fin janvier, ça l'était. Et c'est aux rédactions de vérifier, rédaction par rédaction, si le temps de parole est équilibré. Et c'est pas parce que vous dites 34 heures que ça signifie qu'il y a un dépassement du temps autorisé pour l'exécutif. Alors, on n'est pas encore en campagne, mais passons à la campagne des européennes. Quand même, on aimerait savoir où en sont les centristes. Vous-même, vous allez soutenir donc La République En Marche, ce qui est logique, vous êtes au gouvernement. UDI présente sa liste avec Jean-Christophe Lagarde. Hervé Morin aura des candidats sur la liste LR. On cherche un peu la des centristes éclatés. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Agir, la droite constructive, le parti que j'ai créé avec des amis députés, sénateurs, députés européens, maires, élus locaux, citoyens, on a pris la décision, vu la dérive des Républicains, de créer un nouveau parti politique qui s'appelle Agir la droite constructive. C'est un parti de droite, pro-européen, libéral, social et humaniste. Ce que ne sont plus les Républicains. Qui est au cœur de la tradition de l'UMP, voulu par les pères fondateurs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, qui ont voulu bâtir une formation politique de droite républicaine et sur les fondamentaux historiques de la droite républicaine, c'est-à-dire, encore une fois, pro-européen, libéral, social et humaniste. Et c'est vrai qu'il y a une dérive des Républicains, c'est vrai qu'il y a une dérive populiste, c'est vrai qu'il y a une dérive identitaire. Regardez les Républicains qui, aujourd'hui, n'ont pas fait partie de ces partis de droite qui, comme certains, ont souhaité exclure le parti de M. Orban en Hongrie du Parti populaire européen, qui est le parti qui regroupe les partis de droite républicains en Europe. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la ligne politique des Républicains est une ligne conservatrice et identitaire, loin des bases qui étaient les bases fondatrices de l'UMP. Eh bien, nous, on dit que la droite ne doit pas être orpheline d'un grand mouvement de rassemblement de la droite et du centre-droit, cette droite modérée et pro-européenne. Et donc, on a créé ce parti-là. Et ce parti-là a aussi, au-delà des idées, ce parti-là a un deuxième pilier, c'est d'être constructif. C'est-à-dire, à un moment donné, on a compris les messages que nous envoyaient depuis des élections nos compatriotes qui supportent plus le côté clanique et partisan d'un certain nombre de responsables politiques, et de dire qu'à un moment donné, on met l'intérêt général avant l'intérêt partisan. Et pour l'Europe, on estime, nous, la droite pro-européenne, qu'il est nécessaire de rassembler les pro-européens pour être les plus nombreux au Parlement européen pour faire peser la voix de la France vers une refondation de l'Europe, dans le sens, objectivement, de ce qu'a proposé le président de la République, qui va dans le bon sens. On a besoin de rassembler les pro-européens et d'être fort à côté du président de la République pour refonder l'Europe. Pas vers moins d'Europe, mais vers plus d'Europe. Et il y a du travail, parce qu'effectivement, l'Europe, qui a été exceptionnelle, qui a permis la paix, qui a permis la croissance, qui a permis d'assurer un certain nombre de libertés, a besoin d'être refondée pour que ces principes-là puissent être
exercer de la meilleure façon possible face à des enjeux considérables et face à des adversaires à l'extérieur du continent européen et face à des adversaires à l'intérieur qui veulent la déconstruction de l'Europe. Franck Ressa, mais c'est vrai que quand je parle de l'Europe, j'ai envie d'en parler longtemps. Vous êtes passionné. Bon, alors, vous étiez il y a quelques semaines d'ailleurs à Bordeaux, auprès d'Alain Juppé. Vous savez que depuis, Alain Juppé a quitté la mairie de Bordeaux. C'est le grand jour aujourd'hui. Le conseil municipal qui doit élire donc en interne son successeur va se réunir à 9h. On est en direct et en duplex de Bordeaux avec la chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Je remercie d'ailleurs Thierry et Guillemot d'avoir mis Raphaël Orenbuch, bonjour, à notre disposition ce matin pour vous poser une question depuis la mairie de Bordeaux que vous connaissez bien. Vous êtes un juppéiste convaincu. On écoute Raphaël Orenbuch. Bonjour Monsieur le Ministre, alors on l'a dit, Alain Juppé quitte donc Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel à Paris. Il fait donc vœu de silence, si on peut dire, puisqu'il sera tenu au droit de réserve. On l'a dit, vous êtes un ancien juppéiste. Est-ce que vous pensez que la voix d'Alain Juppé va manquer à la droite modérée et plus globalement à l'analyse de la vie politique française en général ? Alors, je ne suis pas un ancien juppéiste, je suis juppéiste. Non, Alain Juppé... Il ne pourra plus parler sur les questions de politique nationale, en tout cas. Oui, Alain Juppé est un homme politique qui aura marqué l'histoire de la Ve République. C'est un Premier ministre courageux. Ça a été un ministre à plusieurs reprises de très grande qualité. Et surtout, ça a été... un des pères fondateurs et le premier président de ce grand mouvement de droite républicain, l'UMP, dont j'ai parlé tout à l'heure, et une autorité morale et politique. Quelqu'un qui avait une force et une voix très importante dans le paysage politique français, qui avait toujours la détermination de dire les choses telles qu'elles étaient, en mettant le niveau du débat politique au bon niveau, c'est-à-dire au-dessus de l'écume de l'actualité et avec une vraie profondeur et une épaisseur qui, c'est vrai, vont manquer. Qui va le remplacer d'ailleurs ? Qui vont manquer, cette épaisseur, cette profondeur au paysage politique français. Alors, celles et ceux qui, comme Jean-Pierre Raffarin, ont été des compagnons de route d'Alain Juppé, vont continuer à porter cette voix forte. Et vous avez vu que Jean-Pierre Raffarin, lui-même, a dit très clairement qu'il allait voter pour cette liste de rassemblement entre La République En Marche, le MoDem et Agir, la droite constructive, notre parti de droite pro-européen, et peut-être d'autres partis et d'autres personnalités qui ne sont pas dans des partis, mais qui veulent se rassembler pour refonder l'Europe derrière et avec le président de la République. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui sont sur la même ligne politique, qui vont continuer à défendre ces idées-là, vont continuer à porter le message que lui-même a porté pendant des années. Édouard Philippe était un des très proche d'Alain Juppé, et beaucoup de membres d'Agir la droite constructive étaient des soutiens d'Alain Juppé. Ils vont continuer de porter ces idées. On a bien compris la philosophie de votre ralliement, mais un mot sur les conditions pratiques. Vous aviez désigné, vous, des candidats à Agir, notamment Fabienne Keller, qui était votre candidate numéro 1. Quelle place aura-t-elle sur la liste En Marche ? Écoutez, les discussions de place n'ont pas encore complètement commencé, puisque on a pris la décision de se rejoindre et de se rassembler très récemment. Donc, on est en contact. On est en contact avec nos partenaires et les choses vont se faire, j'en suis convaincu, de la meilleure façon possible, parce que quand on a envie de travailler ensemble, quand on a envie d'être fort, chacun doit trouver sa place en étant conscient de ce que l'on représente les uns et les autres. Fabienne Keller a effectivement été choisie, ainsi que Xavier Fournier, ainsi qu'Elisabeth Morin-Chartier, Nicolas Barnier, comme les candidats qui seront les plus en haut des candidats Agir dans cette liste-là. Et on va maintenant rentrer en discussion très précise avec nos partenaires pour finaliser cette liste. Et je suis convaincu que Agir aura une place dans cette liste à bon niveau. Une bonne place, c'est quoi ? Dans les 3 premiers ? Non, une bonne place, c'est... écoutez, on verra avec nos partenaires. Ce qui est certain, c'est que Fabienne Keller sera dans une partie très importante de la liste, c'est-à-dire en haut de la liste. Et tous ces élus siégeront où au Parlement européen ? Parce que c'est une question d'alliance au Parlement européen, il faut une coalition. Donc, logiquement, vous iriez plutôt avec les centristes et les libéraux, mais ça ne fait pas une majorité. Vous savez évidemment qu'il va falloir faire une coalition, vous avez tout à fait raison. Avec le PPE. Comme historiquement, en Europe, c'est le PPE et le PSE, donc la gauche social-démocrate et la démocratie chrétienne qui se rassemblent pour faire une majorité. Apparemment, telle que est la situation politique actuelle, à l'issue des élections européennes, il n'y aurait pas de majorité à 2 groupes.
tel que c'était historiquement. Donc il y aura plusieurs groupes. Et le groupe dans lequel s'inscriront les députés issus de ce grand rassemblement seront de toute façon dans une idée de rassemblement, de coalition, et notamment avec le PPE, le Parti populaire européen. Un mot pour finir sur ce sujet, sur la tête de liste. Agnès Buzyn, ce serait une bonne tête de liste? Oui, bien sûr. Comme Nathalie Loiseau, comme un certain nombre d'autres personnalités qui incarnent. Non, mais vous savez, on va regarder ça calmement. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faut une personnalité emblématique. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une personnalité qui connaisse très bien les dossiers européens et qui ait la volonté de s'inscrire ensuite dans ce travail de refondation au Parlement européen pour travailler avec le président de la République, avec les autres chefs d'État pour la refondation de l'Europe. Et c'est ça qui compte. Et je suis certain que les partenaires de cette liste, ainsi qu'Agir, feront le bon choix. Franck Riester, il est ministre de la Culture. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le pass culture. Oui. Alors on va en parler, on va se rendre à Rennes en duplex et en direct avec Stéphane Beignet, qui est le directeur de la formation de TVR, la chaîne TNT de Bretagne. Stéphane, pass culture chez vous. Alors vous avez le ministre de la Culture face à vous. Monsieur le ministre, bonjour. C'est vrai que bienvenue en terre culturelle. La Bretagne est fortement marquée par la culture. En témoigne le 1 800 000, le nombre de festivaliers qui viennent chaque année dans notre région. Alors ce pass culture est très attendu. 5 départements pilotes, dont le département du Finistère. Alors j'aimerais savoir, au-delà des 10 000 étudiants de plus de 18 ans qui vont se voir octroyer cette somme de 500 €, au-delà de la modalité, de la généralisation, du calendrier, quelles sont vos attentes précises, monsieur le ministre ? Écoutez, oui, c'est vrai que la Bretagne est une terre de culture. Et nous sommes ravis que le Finistère ait été un des départements qui expérimentent le pass culture. Il y a aussi le Bas-Rhin, il y a l'Hérault, la Seine-Saint-Denis, la Guyane. Et c'est vrai qu'on a une grande attente pour ce pass culture. On espère que l'expérimentation va être concluante pour ensuite pouvoir le généraliser. Alors, le pass culture, c'est une application qui sera sur les smartphones, mais qui sera aussi accessible si on a un problème de connexion sur un ordinateur, et qui permettra d'une façon géolocalisée de regarder toutes les offres culturelles disponibles, que ce soit en matière de cinéma, de littérature, de musique, de pratiques artistiques aussi. Vous pouvez aller faire un cours de danse ou un cours de piano. Et ensuite, quand vous avez 18 ans, avec votre forfait de 500 €, qui est un montant quand même important, vous pourrez vous-même acheter une place de spectacle ou de théâtre, ou acheter un livre, ou vous abonner à une offre numérique de musique, et ce qui vous permettra, en tant que jeune, de rentrer dans un chemin culturel autonome. Après tout un parcours d'éducation artistique et culturelle dans le milieu scolaire, à l'école, au collège et au lycée. À l'issue de ça, vous aurez la possibilité, avec ce pass culture, avec ce forfait 500 €, d'être autonome pour pouvoir rentrer dans votre chemin culturel personnel. Vous aurez les moyens de le généraliser, et quand ? Alors, parce que là, pour l'instant, c'est des départements. C'est de voir dans 5 départements, pour 10 000 jeunes volontaires, comment fonctionne ce pass. Est-ce qu'il y a suffisamment d'offres proposées par les acteurs culturels? Est-ce que les jeunes sont intéressés? Est-ce qu'il y a une diversité de l'offre? Est-ce que les offres, notamment qui sont les offres qu'on va mettre en avant, puisque par exemple dans un cinéma d'art et essai, il y a une éditorialisation qui fera qu'on seront mis en avant ces offres plus culturelles. Et donc, du coup, on va se donner quelques mois pour voir l'efficacité du dispositif. Et ensuite, on aura une deuxième phase d'expérimentation au courant de l'année 2019 pour ensuite généraliser. Mais vous savez, ceux qui nous regardent savent très bien qu'une application, il y a une version bêta, et puis il y a des mises à jour, et que les défauts du début sont corrigés pour que l'application progresse. Et on prendra notre décision à l'issue de cette expérimentation, en fonction du succès rencontré par les acteurs culturels, par les jeunes, et effectivement pour regarder quel sera le budget mobilisé pour financer ce pass culture. Franck Riester, dans une minute, on va partir au Mans. On a quitté Bordeaux et on a quitté Rennes. Merci Stéphane Beignet. Oriane Mancini, une petite question quand même sur le loto du patrimoine. Oui, un dossier qui concerne le ministère de la Culture et les Territoires, le loto du patrimoine. C'est de la première édition de l'année dernière. Vous nous confirmez une deuxième édition prochainement ?
On va annoncer effectivement officiellement le lundi avec Stéphane Bern le lancement de deuxième année de l'Auto du patrimoine. On a rencontré le président de la République, vous savez que c'est lui qui a souhaité que soit organisé ce Loto du patrimoine sur une proposition de Stéphane Bern qui se mobilise d'une façon exceptionnelle pour le patrimoine français. C'est plus de 40 millions d'euros qui ont été récoltés en plus des 350... C'est un succès pour vous, hein. Des 330 ou 40 millions d'euros que mobilise chaque année l'État pour restaurer le patrimoine. C'est plus de 40 millions d'euros de plus. On a une grande ambition pour 2019 avec un dispositif qui va évoluer. Mais, dans quel sens il va évoluer? Au niveau de la loterie, enfin, on va vous annoncer ça le 11 précisément. Stéphane Bern sera toujours là. Hein. Mais l'idée, c'est de mobiliser davantage de moyens, de continuer de rencontrer l'engouement des Français pour la restauration du patrimoine. Du patrimoine, je dirais, monuments historiques les plus importants, mais aussi ce patrimoine de proximité dans les petites communes, dans la ruralité, ce patrimoine dit vernaculaire qui est important aussi et qui, grâce à la Fondation du patrimoine, grâce à la Française des Jeux, grâce à Stéphane Bern et grâce à l'État, est restauré davantage avec ce loto du patrimoine. Franck Riester, ministre de la Culture, on va se rendre maintenant au Mans, dans la Sarthe. C'est via LMTV, Le Mans TV, et Michael Texier qui a une question à vous poser, Michael. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors la ville du Mans semble connaître en ce moment même une sorte de nouvel élan imprimé par le nouveau maire, Stéphane Le Foll. Le Mans qui connaît un paradoxe avec un constat qui est plutôt simple. La ville est connue dans le monde entier pour son nom, grâce à cette immense course et magnifique course des 24 heures du Mans. Paradoxe donc, c'est que la ville elle-même est très peu connue malgré les trésors qu'il peut y avoir au niveau architectural et au niveau culturel. Pour sortir un petit peu de cette impasse, la ville souhaite être candidate au titre de capitale française de la culture en 2021, un système qui a été mis en place par Françoise Nyssen avant vous. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à soutenir la candidature du Mans au titre de capitale française de la culture 2021? Je pense que c'est en 2019, rapidement, que le choix doit être fait. Merci Michael Texier, au Mans. Alors, il n'y a pas eu de décision de prise de lancer ce programme de capitale française de la culture jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est une très bonne idée. On en a parlé avec France Urbaine, notamment Jean-Luc Boudin, son président, qui est très mobilisé sur cette idée-là. Maire de Toulouse. Exactement. Je pense que c'est une très bonne idée. On va regarder les modalités pratiques d'organisation pour qu'ensuite les communes ou les villes comme Le Mans puissent candidater. Je ne sais pas si ça sera 2021 ou 2022, mais en tout cas, je pense que c'est un beau projet pour mobiliser les territoires encore plus, parce qu'ils le sont déjà énormément pour la culture. Et Le Mans aura une chance. Donc, il a parlé du Mans qui est pas très connu, il y a quand même les Rillettes du Mans, mais ça, il n'en a pas parlé. Michael Texier, merci beaucoup. Ça fait partie de notre culture aussi, le patrimoine immatériel de notre beau pays. Franck Riester, on vous attend sur un sujet qui est la loi audiovisuelle. Vous avez aussi le dossier communication donc, dans votre périmètre. Expliquez-nous le calendrier précis. On n'a pas bien compris si les manifestations des Gilets jaunes, les crises de ces derniers mois vont reculer cette décision qu'avait le président de la République de faire une loi audiovisuelle. Un calendrier précis. Est-ce que vous pouvez l'annoncer ce matin? Alors, le projet de loi audiovisuelle sera présenté à l'été en Conseil des ministres. On a une date ou non? C'est l'été. L'été, vraisemblablement juin, juillet. Et ensuite, il y aura une discussion, soit à l'automne, soit début d'année 2020. Et après, vous savez qu'une discussion parlementaire, ça prend à peu près un an de discussion et de débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le vote. Donc vote, deuxième partie de l'année 2020. C'est une loi qui aura trois grandes parties. Une partie sur la régulation. La régulation à l'ère numérique, elle doit évoluer. Et donc, on doit réfléchir aux moyens, outils et organisation de la régulation modernisée. Deuxièmement, il y a la question du financement de la création. Vous savez qu'avec l'arrivée d'acteurs Internet nouveaux qui viennent perturber les dispositifs existants de financement de la création audiovisuelle, cinéma, musique, il faut moderniser ce système de financement de la création. Et troisième, notamment en transposant les directives européennes. Et puis la troisième partie, c'est l'audiovisuel public, en réaffirmant les missions de l'audiovisuel public. On a besoin d'audiovisuel public dans notre pays en matière d'information, en matière d'éducation, en matière de création culturelle. Sur la gouvernance. Et bien sûr, une partie sur la gouvernance. Comment on peut le mieux possible satisfaire ces missions de service public. Je vous le disais tout à l'heure, pour les politiques culturelles, il en va de même pour l'audiovisuel spécifiquement. On a besoin de réfléchir à la meilleure organisation possible pour atteindre les objectifs fixés en matière de service public audiovisuel. La présidence de France Télévisions sera toujours désignée par le CSA ?
Alors non, vraisemblablement pas. Ça fait partie des éléments de ce projet et manifestement, on ne va pas continuer dans un dispositif où l'arbitre d'un secteur est aussi un des acteurs du secteur qui l'arbitre. Ça s'appelle du conflit d'intérêts. Voilà, c'est le ministre de la Culture et chargé de la communication qui l'indique ce matin sur ce plateau. Oriane Mancini, les GAFA aussi. Je me permets de rajouter, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, que l'idée, c'est pas de revenir à un système précédent qui était le système de désignation, nomination par le président de la République, mais plutôt d'aller vers un système qu'on peut voir dans un certain nombre d'autres pays, qui est de nomination par les conseils d'administration des entreprises audiovisuelles publiques. Les GAFA. Oui, un mot sur la taxe GAFA présentée hier par Bruno Le Maire en Conseil des ministres. Taxe nationale, puisque les Européens ont échoué à se mettre d'accord. Elle doit rapporter 400 millions d'euros cette année pour des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Est-ce qu'on n'est pas plus dans une taxe qui est symbolique politiquement plutôt que dans une taxe qui est efficace économiquement? Croyez-moi, 400 millions d'euros, c'est pas un petit rendement. Peut-être que ça pourrait être plus. Enfin, déjà, c'est on parle de un milliards choix de bénéfices pour ces entreprises. Non, mais attendez, on regrette qu'un certain nombre de pays, pas nombreux, ne se soient pas inscrits dans cette volonté large de faire en sorte que les géants de l'Internet payent le même impôt proportionnellement que les autres. Oui, évidemment, nous le regrettons. C'est 14 points de fiscalité en moins pour les géants de l'Internet par rapport à d'autres entreprises françaises ou européennes. Ce n'est pas acceptable. Et donc, il faut réagir. À partir du moment où il n'y a pas pu avoir dans un premier temps un accord européen, la France, comme un certain nombre d'autres pays d'ailleurs, ont pris la décision de mettre dans leur fiscalité nationale une imposition, une fiscalité. Mais en parallèle, nous travaillons notamment avec l'OCDE pour faire en sorte qu'il y ait une fiscalité qui soit une fiscalité internationale. D'ailleurs, les États-Unis sont en train de bouger. Donald Trump a indiqué qu'il était aussi légitime que ces géants de l'Internet payent un impôt plus juste. Et donc, je suis confiant, nous sommes confiants sur le fait qu'on puisse avoir un dispositif international qui se substituera à ce que nous faisons en France, pour pas que la France soit pénalisée. Mais c'est bien logique que ces géants de l'Internet payent le même impôt que les autres. Ils paieront bientôt aux éditeurs les contenus qu'ils leur empruntent. Alors, il faut attendre encore un vote du Parlement européen, mais effectivement, on devrait très bientôt pouvoir se satisfaire et se réjouir qu'une directive européenne soit votée pour faire en sorte qu'un droit voisin soit obtenu pour que les éditeurs de presse, pour que les journalistes puissent bénéficier de revenus complémentaires, pour qu'il y ait un meilleur partage de la valeur entre les géants de l'Internet et les éditeurs de presse, mais aussi un meilleur partage de la valeur entre les géants de l'Internet et les créateurs, parce que sur les plateformes de partage de vidéos, c'est pas normal que les géants du net ne payent pas aussi celles et ceux qui créent pour mettre à disposition ces vidéos des publics qui les regardent. Franck Riester, ministre de la Culture, était notre invité ce matin. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Vous aviez vu donc le dispositif qu'on avait mis en place aussi pour vous, avec Bordeaux, Rennes et Le Mans, et nos télévisions locales partenaires ce matin en duplex et en direct dans le multiplex. Merci Oriane Mancini, merci Hervé Favre de La Voix du Nord. Franck Riester, on regarde ensemble le Zap Matin, ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin. Au revoir. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours. Et nous demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Dans son rapport, la haut-commissaire de l'ONU semble viser les nombreuses blessures dues au LBD. Ça montre la gravité de ce qui est fait aujourd'hui, de la répression dont nous parlons, et nous avons assumé de dire qu'il y a une dérive autoritaire dans ce pays. Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti, où il y a eu des morts. C'est un constat lucide de la situation actuelle, mais qu'on dénonce nous depuis plusieurs semaines, et je trouve dommage qu'il faille attendre l'ONU pour que ça en devienne un sujet d'actualité. Ça a déjà été le cas il y a quelques semaines. L'ONU nous disait qu'il fallait abroger la loi sur la burqa au motif qu'elle était prétendument contraire aux droits de l'homme, etc. Voilà. Donc que l'ONU s'occupe de la paix dans le monde, il y a du boulot. Ce comité Théodule doit s'occuper de lui-même et pas de nos affaires. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Ce commissaire aux droits de l'homme, il peut dire ce qu'il veut. Michel Bachelet en l'occurrence. Oui, d'accord, mais c'est quelqu'un sans doute de très
très respectable, mais pardon. Pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits, dès lors qu'il y a des plaintes et dès lors que nous considérons qu'il faut évidemment faire la lumière et faire toute la transparence sur l'ensemble des faits. J'attarde peu d'attention à ce qui est dit parce qu'en effet, il y a une composition qui est assez particulière, un comité qui n'est pas très représentatif et qui, par ailleurs, n'a mené aucune investigation sur le terrain. 18 établissements pénitentiaires ont été affectés par le mouvement de colère des surveillants. Beaucoup sont encore sous le choc au lendemain de l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Nous devrons à froid tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier. Il nous faut en effet comprendre pourquoi des fouilles sur des visiteurs n'ont pas été pratiquées avec suffisamment de vigilance. Nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle, de fouille, y compris des visiteurs, puisse être élevé, de façon à ce que ces défaillances ne se reproduisent plus. C'est les armes françaises qui ont tué mes enfants, qui ont participé à ça. C'est triste. J'ai 3 autres enfants qu'on a tués aussi. J'ai 8 enfants. Peu importe ce que pense cette dame, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité de nos compatriotes. C'est le respect aussi vis-à-vis des victimes. Et je ne vois aucun respect. Et je vois plutôt une femme déterminée. Pour l'instant, ces Français et beaucoup d'autres nationalités sont détenus. Ils ont vocation à être jugés là-bas. Ils ne reviendront pas en France. Ils ont vocation à être jugés là-bas. Ils sont dans des prisons à l'étranger et que le droit international fait que ces personnes-là, elles doivent être de toute façon rapatriées et emprisonnées, sauf à changer les conventions internationales qui remontent à des siècles ou en tout cas des décennies. Voilà, dernière partie de notre émission Territoire Sénat dans une petite seconde. À tout de suite.